Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle séance de cours à distance, la quatrième séance sur notre révolution industrielle. Alors vous l'avez peut-être remarqué, il n'y a pas eu de séance mercredi. J'avais laissé un petit message sur mon bureau numérique pour vous expliquer que j'avais décidé de ralentir un peu la cadence. Alors j'imagine que ça vous fait plaisir, mais c'est pas uniquement vous faire plaisir, c'est surtout pour que vous soyez plus efficace. J'ai effectivement échangé avec des parents, avec des élèves qui m'ont fait comprendre qu'il y avait une certaine surcharge de travail avec l'ensemble des cours envoyés par les professeurs. Donc, pour que vous soyez plus efficace, que vous travailliez plus sereinement, eh bien, on va espacer les séances, c'est-à-dire que je pense faire deux séances, deux grosses séances classiques d'une heure par semaine et non plus trois, pour vous permettre, vous, de travailler mieux, peut-être vous permettre tous de pouvoir faire de l'histoire un petit peu par semaine, parce que même si vous êtes de plus en plus assidus, je vérifie les vues sur mes vidéos YouTube, je vérifie également les questionnaires, je vois qu'il y a de plus en plus d'élèves qui le font, et il y a encore beaucoup de personnes qui ne le font pas. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez des problèmes de connexion à nouveau, ou est-ce que parce que tout simplement, et vous avez le droit, je comprends, vous êtes surchargé de travail, voilà, donc ça va peut-être permettre que tout le monde puisse travailler sans prendre tout à fait du retard sur notre programme. Alors, pour cette quatrième séance de cours à distance, nous allons aborder la troisième sous-partie dans ce grand 1, après avoir vu les nouvelles façons de produire, vous vous souvenez, dans les usines, grâce à la machine à vapeur de James Watt. Après avoir vu également la révolution des transports, avec les nouveaux moyens de transport, le train, le bateau à vapeur, l'automobile, et les différentes énergies qu'elles utilisent, et l'avantage que ça procure, on va aujourd'hui évoquer les transformations dans les paysages, dans la géographie. Quels lieux sont plus concernés par l'industrialisation que d'autres? Quels sont les pays les plus avancés? Et qu'est-ce qui marque cette révolution industrielle dans les paysages? Vous allez voir qu'aujourd'hui, nos paysages sont hérités de la révolution industrielle. Les paysages de nos villes, bien évidemment, mais les paysages également de nos campagnes. On a énormément de bâtiments, de traces dans nos paysages que l'on doit à la révolution industrielle. Donc vous pouvez, à la suite de votre cahier, noter le titre de troisième et dernière sous-partie du grand 1, petit c, la géographie de l'industrialisation. Donc quels sont ces paysages, quels sont ces pays concernés par l'industrialisation? Alors comment on va procéder? Eh bien comme d'habitude, je vous ai dit qu'on ne changerait pas forcément la méthode, on change la fréquence de cours, on allège, mais la méthode va rester la même, c'est-à-dire qu'on passe toujours par, comme vous le voyez, les diaporamas sur YouTube, et on passe toujours par des petits questionnaires variés, questions sur document, texte à trous, etc. etc. Donc, vous allez aujourd'hui, à partir de 7 documents, alors des documents plutôt iconographiques, donc des cartes, comme vous voyez, des plans, des graphiques et des photos, à partir de ces 7 documents que je vais vous mettre en pièce jointe sur mon bureau numérique, vous allez devoir répondre à un petit questionnaire. Alors, autre conseil que j'aimerais donner aux élèves, j'aimerais que vous fassiez bien attention. Pour chaque question, je prends la peine de vous noter le document ou les documents auxquels il faut se référer. N'allez pas piocher dans un autre document la réponse. Si je vous indique document 1 et document 2, n'allez pas chercher dans le 3 ou dans le 5 ou dans le 6 des informations. Ça ne concerne pas cette question-là. D'accord? Pour l'instant, je prends la peine de vous indiquer le document à aller voir. Peut-être que quand vous serez un peu plus grand au lycée ou en troisième, on ne vous indiquera pas les documents, on vous dira simplement, voilà, cherchez à partir de cette question-là, à partir de l'ensemble des documents, trouvez. Mais là, à vous de trouver à partir des documents que j'indique. Donc n'allez pas vous perdre dans d'autres documents. Voilà, dernier petit conseil avant que vous fassiez pause. Donc vous pouvez faire pause, retourner sur mon bureau numérique et comme d'habitude, revenir ensuite dans la vidéo pour la correction. A tout de suite. Bien, nous sommes de retour pour la correction du questionnaire que vous avez réalisé sur mon bureau numérique. Il faut toujours avoir votre cahier sous la main, puisque là, la correction, je vais afficher les éléments de correction, je vais les commenter, les expliquer, mais les éléments, j'aimerais que vous les copiez dans votre cahier. Alors, on y va tout de suite avec la carte qui nous représente le continent européen.
et qui nous présente les étapes de l'industrialisation. Alors, vous aviez un petit texte à trous à compléter. Alors peut-être avant de recopier ce texte à trous, j'aimerais juste que vous écriviez « Je retiens ». J'ai oublié de l'indiquer dans mon diaporama. Donc avant d'écrire l'industrialisation, débute, etc., vous mettez « Je retiens », vous soulignez 2 points, et vous commencez le recopiage. Donc, première chose, je voulais d'abord que vous compreniez dans quel pays était née cette industrialisation. Pour ça, il faut d'abord aller voir la légende. Vous voyez que dans votre légende, vous avez 2 parties, les étapes de l'industrialisation et l'industrie et les ports. Bon, pour savoir le début de l'industrialisation, il faut bien sûr regarder les étapes. Vous voyez que c'est chronologique. On a ce qu'on appelle le berceau. Pourquoi on utilise ce mot-là? C'est simplement là où il est né. Le berceau, c'est là où on met un nouveau-né. Donc, ce mot-là peut être utilisé également en géographie. Quand on parle de berceau d'un phénomène, c'est là où est né ce phénomène. Donc là, vous voyez que c'est en orange. Le pays qui est mis en orange, c'est le Royaume-Uni. Donc vous pouvez effectivement compléter dans votre diaporama. L'industrialisation débute à la fin du XVIIIe siècle au Royaume-Uni, qui est le véritable berceau de la révolution industrielle. C'est là où on a inventé la machine à vapeur, c'est là où on a créé les premières lignes de chemin de fer, donc c'est vraiment le pays précurseur, avant tous les autres pays du monde, de la révolution industrielle. Et puis progressivement, évidemment, ces inventions vont se diffuser. C'est comme notre coronavirus, ça se diffuse partout, mais pas au même rythme et pas au même moment. Donc d'autres pays européens vont s'industrialiser. Pour ça, il fallait toujours continuer à regarder notre légende, ici en jaune. Nous avons les pays industrialisés à la fin du 19e siècle. Donc tout au long du 19e siècle, ces pays sont industrialisés, on peut les considérer comme des pays industriels à la fin du 19e. Donc c'est le cas, vous voyez ici, on a l'Allemagne, on a les Pays-Bas, on a la Belgique, on a la France, on a l'Italie. Globalement, des pays de l'ouest, du nord-ouest, à l'exception de l'Italie, du nord-ouest de l'Europe. Alors pour l'Italie, petite précision quand même, là on vous l'a colorié tout en jaune. Alors on a oublié la Sardaigne et la Sicile, on ne sait pas pourquoi. Mais si on avait voulu être plus précis, on aurait dû colorier que le nord de l'Italie, la région de Milan, la région de Turin, peut-être jusqu'à Rome, mais tout le sud de l'Italie, et c'est encore le cas aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis que la révolution industrielle marque encore de son empreinte le monde actuel. Aujourd'hui, le sud de l'Italie est une région pauvre, une région plutôt agricole, et plutôt en retard par rapport au nord de l'Italie, qui est très puissant économiquement. D'accord? Donc on a plutôt affaire à des régions du nord-ouest de l'Europe. Donc vous pouvez effectivement compléter dans votre texte à trous. Donc d'autres pays européens s'industrialisent, c'est le cas de l'Allemagne, qui est peut-être le gros concurrent du Royaume-Uni, puis la France, l'Italie, ou encore la Belgique, les Pays-Bas, vous pouviez en rajouter plusieurs. Et à l'inverse, certaines régions, à la fin du 19e siècle, vont être à l'écart, vont être peu industrialisées. C'était la dernière couleur. Donc c'est le cas de l'Espagne, du Portugal, la Grèce, donc plutôt des régions du sud, et je vous ai dit, là, ça aura pu vous induire en erreur, mais le sud de l'Italie est également en retard, donc plutôt des régions du sud, ou les régions de l'Est, l'Empire d'Autriche-Hongrie, voilà, les pays actuels comme la Roumanie, la Bulgarie, la Russie sont très en retard. Alors on a également, je pense que certains ont été peut-être induits en erreur parce qu'on voit aussi Danemark, Norvège qui sont des pays du Nord, mais globalement dans le Nord, on a quand même l'Écosse, le Royaume-Uni, l'Allemagne. On ne peut pas considérer que le Nord est peu industrialisé. Donc ici, vous pouvez compléter l'Europe du Sud et de l'Est reste à l'écart de ce développement industriel. Ça va mettre un peu plus de temps, ça va se faire au courant du XXe siècle. Alors, là on a un zoom sur l'Europe, et je vous ai dit que dans le chapitre on s'intéresserait principalement à l'Europe. Petit focus tout de même sur ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, avec les États-Unis. Les États-Unis également connaissent une industrialisation, mais pas partout. Regardez cet immense pays, vous n'avez que quelques régions, c'est la région du Nord-Est, la région de Boston, de New York, et la région des Grands Lacs, où on retrouve des villes que l'on connaît, notamment Détroit. Détroit, c'est la plus grande ville industrielle des États-Unis, à la fin du 19e, et ça le restera tout au long du 20e, jusqu'à ce qu'il y ait cette fameuse crise que l'on a vue à travers les chansons d'Eminem. Donc quand je vous dis que, encore une fois, que notre révolution industrielle marque notre quotidien d'aujourd'hui, c'est encore le cas à travers l'exemple de Détroit. Alors, deuxième partie de notre petit questionnaire, un petit texte à trous sur cette carte, ça veut bien s'effacer. Voilà, j'ai un petit souci avec mon... Voilà.
Tout va bien. Là, on va avoir besoin de la deuxième partie de la légende. On vous parle de grandes régions industrielles, donc il n'y avait plus besoin d'aller voir les couleurs. On regarde la légende et on voit que les grandes régions industrielles sont ici en hachuré violet. Donc il y en a plusieurs que vous pouviez citer. Vous pouviez citer bien sûr la Lorraine, bien sûr la Sarre. Hein, la Lorraine est une grande région industrielle. Si vous regardez, il y a eu des usines tout le long de la vallée de la Moselle. Vous partez des Vosges, en passant par Remiremont, Épinal, puis proche de Nancy, puis on remonte vers Pompée, vers pas loin d'Ars-sur-Moselle bien évidemment, Metz, Thionville, et après vous dépassez la frontière, vous tombez en Allemagne et au Luxembourg, vous avez ça. Donc ça vous pouviez le noter, le nord de la France, la Belgique, la Ruhr. Donc toutes ces régions que vous voyez écrites en violet, vous pouviez les noter. Alors je ne sais pas pourquoi dans mon diaporama, il y a un petit souci, les mots ne s'affichent pas, donc c'est pas grave, vous pouvez les noter vous-même directement à partir de ce que je vous dis. Donc ici, hein, des exemples de régions industrielles, eh ben, vous pouvez noter la Lorraine, hein, on va être chauvin évidemment, c'est une grande région industrielle qui va attirer beaucoup de monde. Vous pouvez noter la Sarre, la région voisine, la Ruhr, qui est une très très grande région industrielle encore aujourd'hui en Allemagne, hein. Et pourquoi pas, bah, tiens, le Pays de Galles, pour rester au Royaume-Uni. Et donc ces régions industrielles, si vous regardez bien, elles se développent pas au hasard. On ne s'est pas dit, tiens, la Lorraine, c'est beau, on va se mettre là. Non, c'est parce qu'on y découvre des gisements dans des mines. Des gisements de quoi? Eh bien, des gisements de charbon, bien évidemment. Hein, on vous parle de bassin houillé. Souvenez-vous, je vous ai dit, le charbon, on appelle ça aussi la houille. On a découvert dans le nord de la Lorraine de la houille, et c'est pour ça que les usines s'y sont mis. Hein, aucun intérêt pour une usine d'aller s'installer en Bretagne à des centaines de kilomètres du charbon. Autant s'installer au pied des mines. Comme ça, on a la matière première tout de suite à proximité. Donc c'est pour ça que ces régions-là vont énormément se développer au 19e siècle. La Lorraine était plutôt une région très active. Pas de chômage en Lorraine. Tous les ouvriers venaient travailler en Lorraine ou dans le nord de la France. Et dans quelques autres petites régions autour de Lyon, Saint-Étienne ou de Paris. D'accord? Donc c'était une région très très active. Elle ne l'est plus aujourd'hui, elle connaît le chômage parce que ces usines ont logiquement fermé. Donc ces régions se développent à proximité des gisements de charbon, vous pouvez compléter ici, qui sont utilisés, hein, qui est utilisé le charbon, vous le saviez, pour faire fonctionner les machines. On passe à un dernier élément pour vous expliquer. Je vous montre ici une image d'une ville de la Ruhr, une région industrielle allemande, qui s'appelle Essen. Voilà une photo, plutôt une peinture d'Essen au XVIIIe siècle, avant la révolution industrielle. Je vous montre le même angle de vue à l'époque de la révolution industrielle. Vous voyez les changements, vous voyez comment les usines ont grignoté les champs. Vous voyez, les champs, ils sont plus qu'au premier plan. Là, on voit ces pauvres vaches ici au premier plan qui sont petit à petit mangées par les bâtiments industriels, par les cheminées. Donc vous voyez qu'il y a des fortes transformations dans le paysage. On avait avant une ville entourée de verdure. Aujourd'hui, cette ville commence à être ceinturée par les usines. Je vous remontre un autre plan de Essen, une peinture que je vous avais déjà montrée. Hein, on reconnaît bien ces bâtiments avec ces grandes cheminées qui crachent de la fumée noire et ces toits de chêne, ces toits en dents de scie. Alors ces grands pays industriels, on va parfois les surnommer les pays noirs. Hein, la Lorraine va être surnommée un pays noir parce que ces cheminées qui crachent de la fumée issue de la combustion du charbon, il y a encore des petites particules noires qui vont se disséminer partout, hein, sur les fenêtres, dans les rues, voilà, tout le monde va respirer cette pollution. On parle de pays noirs. Donc j'aimerais à la suite, ça vous ne l'aviez pas à le faire, mais j'aimerais que vous rajoutiez juste cette petite phrase. Donc dans toutes ces régions qu'on a citées, la Lorraine, la Sarre, le Pays de Galles, etc., que vous aviez mis précédemment, les paysages sont transformés par la multiplication des usines qui sont reconnaissables à leurs cheminées et à leurs toits. Donc j'en dis pas plus, on en avait déjà un petit peu parlé au début de cette leçon. On passe à la suite des autres documents que vous aviez. C'était ce plan de la ville de Berlin et ce graphique. Alors là, je vous demandais tout simplement de me dire à quelle période la ville de Berlin s'était le plus développée. Pour ça, il fallait regarder les couleurs, les extensions de la ville. Je vais faire un zoom envers un lieu. Voilà. Vous voyez qu'ici, on a en marron la vieille ville, autour du château, donc on va dire la ville médiévale.
Une extension de la ville qui s'est faite entre le XVIIe siècle pardon, et le XVIIIe, donc dans les années 1600-1700, extension importante, mais une extension beaucoup plus importante, ici en jaune clair, au XIXe siècle, donc pendant la révolution industrielle. Et je vous demandais de remarquer quelles étaient les activités principales que l'on retrouvait dans cette zone. Eh bien, on y retrouve des usines sidérurgiques, des usines de construction mécanique, du matériel électrique, mais également des industries chimiques et bien sûr les gares et les voies ferrées, c'est logique. Donc aujourd'hui, on peut se rendre compte de l'évolution d'une ville quand on observe la position des usines. On voit qu'elles sont très nombreuses dans cette zone, donc c'est bien pendant cette période-là, pendant le 19e siècle, que les villes croissent en taille. Hein, on a vraiment une croissance spatiale immense. Hein, pour ces grandes villes, c'est le cas de Berlin, mais c'est le cas de Londres, c'est le cas de Paris, qui grignote petit à petit sur la campagne, comme vous l'avez vu dans l'image précédente. Autre document qui était intéressant, c'est ce document, ce graphique, qui vous présente la part de la population urbaine en pourcentage sur l'ensemble de la population totale. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au milieu du 19e siècle, en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne ou aux États-Unis, la population urbaine est plutôt minoritaire, à l'exception de la Grande-Bretagne, où on a 52% de gens qui vivent en ville, hein, population urbaine égale population qui vit en ville, contrairement à population rurale, population qui vit à la campagne. Donc à l'exception de la Grande-Bretagne, si vous regardez, il n'y avait qu'un quart des Français qui vivaient en ville, un tiers des Allemands, et vraiment une toute petite proportion, 11% aux États-Unis. Et si on regarde, à la fin du 19e, voire au début 20e, aux alentours de 1914, regardez, cette population urbaine a explosé. En Grande-Bretagne, les 3 quarts, 78% des gens vivent en ville. Les gens quittent la campagne pour vivre en ville. C'est ça qu'il fallait surtout observer. Alors en France, on n'a pas encore atteint la majorité, mais l'augmentation est nette. Même chose en Allemagne, où là on dépasse les 50%, on est à 60%, et aux États-Unis aussi, où il y a une forte augmentation. Donc, ce que je voulais que vous reteniez, c'est ce qu'on va noter en une phrase. Au XIXe siècle, les villes européennes connaissent une importante croissance spatiale, donc au niveau de l'espace, et une importante croissance démographique, donc au niveau de la population. Alors, maintenant observons les paysages de ces villes, de transformation, et j'ai voulu prendre l'exemple de Paris. C'est l'exemple le plus intéressant, puisque Paris, encore aujourd'hui, on peut dire que c'est une ville du 19e siècle. C'est une ville de la révolution industrielle, parce que c'est pendant cette période qu'elle s'est le plus transformée. Il y a eu de très très grands travaux effectués dans Paris. Si on regarde le Paris du 18e, le Paris d'avant les transformations, c'est un Paris qui est presque moyenâgeux, vous voyez, avec des petites ruelles très étroites, très sombres, parfois sales, malodorantes, qui pouvaient favoriser le développement de maladies par la promiscuité entre les gens. On a décidé de transformer tout ça. On a décidé d'assainir Paris en changeant tout ça. Alors il y avait cette raison-là pour assainir Paris, mais il y en avait une autre, parce qu'au cours du 19e siècle, Paris s'est souvent couvert de ce qu'on appelle des barricades. Je vous montre une image. Les barricades, c'est ceci. Les barricades, c'est quand des gens se révoltent et bloquent les rues avec tout ce qu'ils trouvent. Vous voyez ici des tonneaux, des morceaux de bois, des charrettes, etc. pour faire grève ou pour protester contre le gouvernement, tout simplement. Et ça rend forcément les interventions des soldats beaucoup plus difficiles dans des rues étroites, parce que les barricades peuvent se multiplier, on n'a pas besoin d'en construire une très grande pour pouvoir boucher une rue. Donc, pour toutes ces raisons, assainir la ville et supprimer ou rendre difficile la construction de barricades, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a demandé à Haussmann, alors qui a demandé? C'est le chef d'État de l'époque, qui est ici, avec son bandeau rouge, c'est Napoléon III, le petit-neveu de Napoléon Ier, qui est empereur, et qui demande à cet homme ici, le baron Haussmann, de complètement repenser l'urbanisme de Paris, de transformer la ville. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Je vous demandais de décrire. Eh bien, forcément, il va percer de très grandes avenues, de très grands boulevards, beaucoup plus larges, vous voyez, la largeur de ces villes. Il va y construire, donc, ces grandes avenues dans tout Paris. Vous voyez, regardez un plan, plutôt une vue aérienne de Paris, vous y reconnaissez l'Arc de Triomphe, la place de l'Étoile, vous y reconnaissez bien sûr l'avenue des Champs-Élysées et d'autres boulevards qui débouchent comme ça sur
sur ce rond-point, sur cette place de l'Étoile. Donc Paris va se transformer en un chantier géant pendant presque une vingtaine d'années, hein, pendant tout le Second Empire, sous Napoléon III, le baron Haussmann est à la tête de ces travaux. Donc il construit de grandes avenues et il y construit notamment des grands immeubles qu'on va appeler immeubles haussmanniens. Ça va devenir une architecture qui va être reproduite dans plein de villes en France et également dans d'autres pays européens. Qu'est-ce que c'est qu'un immeuble haussmannien? Ce sont ces immeubles, souvent de pierre blanche, de pierre de taille, avec 7 niveaux. Un premier niveau au rez-de-chaussée où on y trouve souvent les commerces. Les premiers étages sont réservés aux bourgeois et les derniers étages, sous les toits où il fait très chaud, réservés aux ouvriers, aux chambres de bonne, hein, les servantes, les serviteurs des bourgeois. On reparlera de ces différentes catégories sociales dans la prochaine leçon. Donc des immeubles haussmanniens, mais également, vous l'avez peut-être remarqué, j'ai fait exprès de prendre cette photo, on y développe aussi les grands magasins. Regardez la galerie Lafayette ici, les galeries Lafayette, mais également le magasin Le Printemps. C'est la naissance des grands magasins, des grands centres commerciaux. Hein, les grandes villes se dotent de ce genre de choses. Regardez l'intérieur. Ça date de la révolution industrielle et des grands travaux d'Haussmann à Paris. Et ça existe toujours. Aux États-Unis, on a repris ce modèle-là de ces grands malls, ces grands centres commerciaux à la parisienne. Donc des grands centres commerciaux, mais également des grands monuments. Ça va être la construction de l'Opéra, du Grand Palais, etc., etc. Donc vous pouvez noter cette petite phrase en dessous, l'urbanisme. L'urbanisme, c'est la façon de concevoir une ville, concevoir l'urbain, est profondément modifié, comme à Paris. Hein, c'est le meilleur exemple, hein, Paris. D'autres villes vont copier, mais pas dans les mêmes proportions. Paris sera, je vous ai dit, un grand chantier, où l'on crée de larges avenues, bordées d'immeubles, hein, ce sont les travaux d'Haussmann, et on construit de grands monuments, l'opéra, les grands palais, les grands magasins, etc., etc. Alors la révolution des transports également participe à la transformation des paysages. J'ai fait exprès de masquer un petit peu quels étaient ces bâtiments, mais je pense que vous les avez reconnus. Vous reconnaissez peut-être cet endroit. On est à Ars-sur-Moselle, ici on est à Paris. Quels sont ces nouveaux bâtiments que l'on construit et qui participent à transformer les paysages? Ce sont des bâtiments complètement nouveaux pour l'époque, hein. Les gens ne connaissent pas ça. Qu'est-ce que c'est que ces bâtiments? Ici on a affaire, bien sûr, à des gares. Les gares, ça n'existait pas. Pourquoi construire des gares avant? Puisque le train n'existait pas. Donc l'arrivée du chemin de fer, c'est aussi l'arrivée des gares, donc des nouveaux bâtiments complètement nouveaux pour l'époque. Ça va être le cas aussi pour les paysages plus ruraux, hein. Forcément, le train, quand il va traverser des régions vallonnées, il va falloir y construire des ponts. Plutôt, j'aimerais qu'on utilise le mot viaduc. Ici, sur cette photo de gauche, on a un viaduc. On construit également des tunnels quand on doit passer à travers une montagne. Et puis, pour la navigation, on va y construire quelque chose de nouveau, parce que la navigation ne peut pas se faire sur toutes les rivières, sur tous les fleuves, pour des raisons de profondeur, pour des raisons de cours d'eau trop agités. On y construit des canaux que l'on dote d'écluses. Donc ça aussi, c'est des paysages complètement transformés. Les canaux transforment les paysages parce que ce sont des choses rectilignes, comme les chemins de fer. Ça n'existait pas. Avant, la nature était plutôt préservée. On la dote, hein, on la transforme, cette nature, par ces nouveaux aménagements réalisés pour la révolution des transports. Donc des viaducs, des tunnels et des gares pour le chemin de fer, et des canaux pour la navigation. Et enfin, dans les villes également, on y observe de grandes transformations à cause ou grâce aux moyens de transport, ça c'est à vous de voir. Je vous ai choisi 2 photographies, une qui est à Metz, qui a bien changé, vous reconnaissez la place d'Armes à Metz avec la cathédrale qui elle n'a pas bougé, mais il y a des choses qui ont changé. Regardez ici ces moyens de transport que l'on observe ici, ce sont des nouvelles lignes, mais ça n'existait pas, ce n'est pas un train, ce ne sont pas des voitures, ce ne sont pas des bus, ce sont des tramways électriques. Vous voyez ici qu'on a des fils électriques. Et ça également, c'est un nouveau moyen de transport qui n'existait pas. Hein, et ça, c'est plutôt un moyen de transport urbain. On n'en verra pas à la campagne. Donc des transformations des paysages dans les villes avec des tramways, mais aussi, et ça c'est dans les plus grandes villes, ici vous avez une photo de Paris, on creuse le sol pour y faire passer quelque chose, et je pense que les plus malins d'entre vous ont sans doute compris qu'il s'agissait des premières lignes de métro. Et oui, le métro, le métropolitain, hein, comme son
nom complet, c'est le métropolitain. C'est un des moyens de transport qui va révolutionner les déplacements au 19e et au 20e siècle, puisque on va, pour éviter les bouchons qui existent déjà dans Paris, oui, oui, au 19e siècle, il y avait déjà des bouchons entre les premières automobiles à moteur et les calèches, les fiacres. Il y avait d'énormes bouchons dans Paris, donc on s'est décidé, comme l'ont fait les Londoniens en Angleterre, de construire sous terre des trains euh, souterrains, pardon, excusez-moi, qu'on va appeler des métros. Donc dernière phrase que vous pouvez noter dans ce je retiens, et on va terminer là-dessus. Les grandes villes se dotent de lignes de tramway et de métro. Voilà, j'espère que j'ai été le plus clair possible pour ces transformations géographiques. Donc vraiment à retenir surtout où se situent les plus grands pays industriels et les régions industrielles. Donc on a dit Royaume-Uni, France, Allemagne. Et puis au sein de ces pays, il y a quelques régions seulement industrielles, la Lorraine, la Sarre, la Ruhr, etc. Donc bien retenir ça, et puis retenir qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on observe dans le paysage comme transformation. Et bien c'est tout ce qui a été fait dans les villes, notamment, donc les grands travaux parisiens, mais également les travaux qui ont été faits pour les moyens de transport, donc les ponts, les viaducs, les tunnels, les lignes de métro, les tramways, les gares, etc., etc. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, bon courage, et on se retrouve donc bientôt pour une nouvelle séance.